le demandent. Alors, on va évoluer parce qu'on a beaucoup d'autres sujets donc, pour ce débat et on va parler donc du lancement de ce programme, un programme assez important pour le gouvernement. Il s'agit du programme d'autonomisation des jeunes et des femmes. C'est un programme de 16,5 milliards de francs CFA sur 5 ans. Alors, l'objectif, c'est de financer les projets des jeunes et des femmes dans le but de lutter contre la pauvreté et le chômage à travers la création d'entreprises et de milliers d'emplois directs. Alors, Oba, qu'est-ce que vous pensez donc de cette initiative du gouvernement? A priori, on dira que c'est une bonne chose. Mais à regarder de près ou dans le fond aussi, on se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas ce qu'on n'a jamais vu dans ce pays. Les FEJ existent, FAFAP et autres. Il y a tellement de fonds comme ça qui existent, qui ont été créés, dont le but justement c'est ça, d'accompagner des jeunes, d'accompagner des femmes, des personnes handicapées. Je crois que tout le monde normalement trouve son compte dans ces différents fonds qui ont été créés et qui doivent être alimentés certainement annuellement avec un budget de sorte qu'on puisse continuer à former les jeunes et aussi à mettre à leur disposition des moyens pour créer leurs entreprises. Il se trouve que ces fonds existent, mais souvent n'ont même pas justement le fonds, ils n'ont pas l'argent. Or, ce sont des structures qui forment des jeunes. Quand vous prenez le FEJ par exemple, ils recrutent des jeunes, examinent leurs dossiers, les reçoivent, les forment et ensuite on doit leur donner de l'argent. Mais il arrive souvent qu'on les forme, mais on n'a pas suffisamment de l'argent pour donner à eux tous, malgré qu'ils peuvent avoir des projets qui sont éligibles. Donc on se rend compte qu'il y a chaque fois un éternel recommencement. Au lieu de consolider ces fonds qui existent et de jeter régulièrement de l'argent pour qu'ils puissent continuer leur travail, parce que pour moi ça me paraît être beaucoup plus structurel, on fait des actions ponctuelles. Il y avait ces fonds qui étaient là et sous la transition on a créé le PSUD. Le PSUD est venu et à l'intérieur du PSUD il y avait cette composante qui consistait aussi à financer des jeunes et des femmes. Donc, il y a eu plus de 800 projets de jeunes et de femmes qui ont été financés à travers justement ces mêmes fonds qui ont été créés donc avec Blaise Compaoré et qui existent. Et le PSUD, par exemple, avait déjà formé beaucoup de jeunes. Les 800 et quelques qui ont déjà bénéficié de financement, il reste encore au moins 4000 jeunes et de femmes qui ont été formés, qui ont des projets qu'ils ont soumis qui étaient éligibles. On parle d'incubation. Incubation, ça veut dire qu'on les a suivis jusqu'à ce que leur projet est arrivé à maturité. Il y a eu la maturation de leur projet. Tout ce qu'ils attendent, c'est d'avoir l'argent. Malheureusement, que ce soit sous la transition ou bien avec l'arrivée de Roch-Marc Christian Kaboré, qui avait encore injecté 9 milliards dans ce projet-là, on n'a pas pu satisfaire tous ces jeunes-là qui avaient déjà été formés. Et puis ces jeunes-là sont restés là comme ça. Environ 4000 jeunes qui ont déjà été formés, qui ont leur projet, qui n'ont pas bénéficié de financement. Et puis un matin, on se réveille, on lance un autre projet pour financer des jeunes et des femmes. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'étaient pas encore dans le circuit. En fait, c'est une autre course qu'on ouvre qui ne donne aucune priorité à ceux-là qui avaient déjà été formés, qui ont leur projet en main, qui n'attendent que des financements. Tout le monde repart encore à la course et on va les financer sans aucune certitude que véritablement ça va nous sortir de ce chômage-là. Moi, ce que je veux, c'est qu'on finisse avec des projets ponctuels, les projets d'urgence. Non, les projets d'urgence, pour moi, c'est fini. Pour une transition qui a un programme d'urgence, je peux comprendre. On est venu pour travailler pendant 1 an tout au plus, on peut faire des choses dans l'urgence. Quand vous êtes venu et que vous avez au moins 5 ans, et que vous pensez même rebelloter, vous ne pouvez plus être dans l'urgence. Il faut qu'on sorte dans l'urgence et qu'on s'inscrive dans le structurel. Sur 3 ans. C'est sur 3 ans que les fonds sur sont... 3 ans, la suite c'est quoi? Parce que même pour que ces gens-là puissent effectivement s'autonomiser là, ça peut demander plus que 3 ans. Donc si vous le faites de façon ponctuelle, vous leur donnez de l'argent et qu'il n'y a aucune perspective de suivi, ça peut flancher par la suite. Donc moi je pense que ce programme-là, il ne me rassure pas. Il ne me rassure pas. Vous voyez, vers la fin du régime de Blaise Compaoré, on avait créé aussi un fonds comme ça pour les femmes, spécifiquement pour des femmes. Elles ont couru aller prendre de l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu. Donc, véritablement, je dis, quittons dans des choses qui me paraissent un peu
ponctuelles, voilà, lancées à la va t'asseoir et investissons de façon structurelle si c'est dans l'autonomisation des jeunes comme des femmes. D'accord, on a bien compris votre point de vue. Alors, Mathias, est-ce que vous avez le même point de vue, le même regard que donc Woba sur ce programme? Disons qu'il a fait un état des lieux et il a brossé un tableau de cette situation qui nous montre bien qu'il faudrait revoir les choses, le fonctionnement d'un certain nombre de choses. Évidemment, rien ne se perd, rien ne se crée. Les choses se transforment et on ne part pas du néant. Maintenant, pourquoi ne pas faire un peu la synthèse de toutes ces initiatives, de tous ces projets, pour essayer de voir concrètement qu'est-ce qu'on fait en bien pour impulser un vrai changement à ce niveau-là. Parce que c'est une réelle question. Et l'emploi des jeunes, le chômage, c'est une réelle question. Tous les gouvernements vont défiler, ils vont chanter la même chanson. Ça, sur le discours, ça ne changera pas, aussi bien dans les campagnes que dans les programmes. Maintenant, c'est dans l'exécution, dans les actes, dans les actions qu'on doit voir le changement et qu'on doit voir une approche qui permette de gérer cette question sur la durée. Donc, est-ce que ce programme va faire mieux que les autres? Est-ce qu'ils ont pris en compte tous les problèmes qu'il y avait eu avant? Est-ce que les 4000 jeunes dont il a parlé pourront s'insérer également dans ce programme? Et qu'est-ce qui est prévu pour l'après-programme? Je crois qu'il y a un vrai travail à faire dès maintenant, parce que le gouvernement est au pied du mur. Il a besoin de convaincre, et pas seulement sur cette question. Et je me dis que d'ici à la fin du programme, il devrait pouvoir au moins montrer une façade de satisfaction. Donc, ils ont intérêt à travailler là-dessus pour que ça marche. Et s'ils ne travaillent pas dessus pour que ça marche, évidemment, nous autres qui observons et d'autres acteurs de la vie sociale et politique ne se gêneront pas pour tirer la sonnette, pour leur dire, mais ce que vous faites, ça va dans le décor. D'accord, oui. Paul Miki. Alors, je voudrais dire que par rapport à ce que Boukari Ouba a dit, c'est exact. On a eu des expériences dans ce pays en matière de financement des projets des jeunes. Ce qu'il aurait fallu faire, de mon point de vue, c'était de connecter tout ce qui a été fait avec le programme actuel. On a lancé un nouveau programme, on veut recruter de nouveaux jeunes dont les projets vont être financés, alors qu'il aurait fallu justement commencer par là où il a eu des échecs sur les programmes passés. Parce qu'avant même la transition, comme il a dit, il y a eu des projets de genre qui ont été soumis à travers les différents fonds que l'on a. Est-ce qu'aujourd'hui on a un bilan chiffré des actions qui ont été menées? Il aurait fallu, de mon point de vue, mener des études de statistiques, des études sociologiques pour faire le bilan de tous ces projets de financement des entreprises, des projets d'entreprise des jeunes. Est-ce qu'il faut continuer dans la même lancée? Est-ce qu'il y a des correctifs à apporter avant de lancer un nouveau programme? Parce que effectivement, vous allez voir, sous la transition, il y a 2 ans, on a vu ces jeunes qui sont sortis finalement manifester. Ils ont marché pratiquement au Premier ministère parce qu'ils disent qu'ils attendent en vain le reliquat des fonds qui avaient été annoncés. Ce qui se passe habituellement, c'est qu'on lance ces recrutements, on prend les projets des jeunes, on leur demande d'envoyer un apport personnel. Dans la plupart du temps, ils envoient cet apport personnel. On leur dit même de commencer le boulot. Il y en a qui vont louer un local pour leur entreprise. On leur donne une partie du fonds. Ils commencent le bout de l'entreprise et la seconde partie du fonds ne vient jamais. Finalement, tout tombe à l'eau, y compris leur apport personnel. Donc, on est en train d'enfoncer ces jeunes dans la pauvreté plutôt que de les sortir de là. Il aurait fallu une autre bombe, justement, voilà, tout à fait. En faisant comme ça, justement, c'est des frustrations. En faisant comme ça, on est en train d'aggraver la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui montrent que toutes les actions qui ont été menées par les différents fonds qui existent depuis plusieurs années, si je prends l'exemple du FASI, figurez-vous que le FASI existe, le Fonds d'appui au secteur informel, depuis 1998. Ça fait 19 ans que le fonds existe. Est-ce qu'aujourd'hui, on a fait le bilan pour voir si on continue avec la même méthode? Il en a de même pour les autres fonds, pour les femmes, les jeunes, etc. Voilà, on n'a pas cette étude-là d'impact. Est-ce que cette façon de faire-là, ça réussit? Est-ce que le taux de remboursement est de nature à encourager d'autres projets du genre? Justement, il y a des problèmes à ce niveau, parce que je lisais un article dans l'événement, un numéro de l'événement où, en tout cas, le directeur parlait clairement des problèmes de recouvrement de ces fonds. Il y a beaucoup de jeunes aussi, il faut le dire, qui prennent les fonds
et qui ne font rien Absolument. de tout ce qu'ils ont proposé comme projet et qui disparaissent dans la C'est nature. pour ça, M. Sagnon, j'ai dit qu'il aurait fallu faire le bilan, une étude pour montrer quel type de correctif il faut avoir. Parce qu'on n'a pas d'études sur les actions passées et on lance un nouveau programme parce que c'était prévu dans le programme présidentiel du candidat Roch Marc Christian Kaboré devenu président de Faso. Et il faut l'exécuter de façon aveugle, parce que pour moi, ce n'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Et puis, figurez-vous, quand on parle de remboursement, la différence avec le programme d'autonomisation des jeunes et des femmes, c'est que les garanties sont très souples. Hein. On vous parle de 4 grises d'une moto, 4 grises d'une voiture, ça suffit. Il y a même, en termes de garantie, il y a même ce qu'on appelle la caution morale. Si vous, avocat Sagnon, vous êtes une personnalité digne de confiance, vous pouvez aller parrainer avec votre caution morale sans déposer 5 francs, un jeune et on lui donne les fonds. Mais est-ce qu'on a les garanties que ces gens-là vont venir rembourser? Est-ce qu'on a les garanties qu'effectivement, l'argent qu'ils prennent, ils vont financer leur micro-entreprise? Et puis lorsque vous voyez la composition des dossiers, c'est à la main levée, hein, c'est des formulaires qu'on remplit, on dépose et on attend les fonds. 30 000 micro-entreprises devraient être créées à l'issue donc de ce programme qui s'étale sur 3 ans, vous l'avez dit, 16,5 milliards de francs CFA. L'autre question, est-ce que l'argent que l'on annonce comme ça est immédiatement disponible? Parce qu'on dit que ce programme rentre dans le cadre global du PNDS. Tout le monde sait aujourd'hui que le PNDS, comme Ablassé Ouedraogo l'a dit il y a quelques jours, on n'a pas vu les 18 000 milliards de francs CFA qui avaient été annoncés en grande pompe. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation où on donne une partie du fonds, où on donne des fonds à une partie des bénéficiaires et que les autres n'en bénéficieront plus et ça va créer des frustrations? Au niveau du gouvernement, on nous rassure que l'argent est disponible. Pas seulement les 16,5 milliards de francs CFA, mais en tout cas pour 2017, parce que c'est 5,5 milliards de francs CFA qui sont disponibles pour 2017. Oui. Et d'ici le 15 juillet, en principe, les chèques vont être disponibles. Alors, c'est la suite qui va poser problème. Est-ce qu'on a les moyens de voir que le programme va être exécuté jusqu'à terme? Parce que tout porte à croire que les 16,5 milliards de francs CFA ne sont pas immédiatement disponibles. Donc, l'un dans l'autre, là, en tout cas, c'est autant de choses que moi je vois. Rentrer dans les régions de Burkina, vous voyez, les jeunes qui ont déjà bénéficié des financements de l'État, est-ce qu'ils sont sortis de leur pauvreté? Voilà la principale question qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils ont réussi à rembourser les prêts qu'ils ont pris donc, au niveau du gouvernement? Si oui, à quel taux? Voilà autant de questions qu'il faut se poser pour relancer de nouveaux programmes. Parce que c'était prévu dans le programme présidentiel, on ouvre une nouvelle page, on fait de nouveaux recrutements. Bon, et on laisse les 4 000 jeunes dont parlait Boukari Ouba. On ne sait pas si qu'est-ce qu'ils sont devenus, eux qui ont déjà été formés. Parce que eux là, il y en a déjà dedans dans le lot qui sont tellement désillusionnés qu'ils ne seront certainement pas prêts à venir contracter des prêts au niveau du gouvernement. Donc pour moi, c'est comme ça qu'il aurait fallu faire. Oui, une dernière réaction très rapidement parce qu'on est plus par le temps. Je veux dire, c'est très important que le gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré mette l'accent sur les bilans des initiatives qui ont déjà existé. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et je vais prendre un exemple, et je ne suis pas hors sujet. Il s'agit des logements sociaux. Je n'avais jamais mis les pieds à la cité de Basenko. J'y étais le mardi dernier, justement parce que j'ai été interpellé. Je suis allé pour un reportage. Le projet Basenko, c'était 10 000 logements. Vous arrivez à Basenko, vous voyez les logements qui s'étendent à perte de vue. Et je vous dis que les logements de Basenko ne sont même pas occupés au 1/4. Il n'y a pas 25% des logements de Basenko qui sont occupés, les 10 000 logements. Et quand vous voyez l'état dans lequel les maisons se trouvent, délaissées, fissurées, je n'ai pas pu voir une maison qui n'a pas été fissurée. Il n'y en a pas. Je mets au défi, le gouvernement peut aller faire une visite là-bas. Les maisons sont fissurées. Les portails ont été emportés par des gens. Des gens sont venus les enlever. Certaines personnes ont pris les maisons, les revendues à des gourous qui sont venus monter des R+. C'est désolant quand vous arrivez à Basenko. Et qu'est-ce que le gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré fait? C'est lancer 40 000 logements sociaux. À quelle fin? Pendant qu'on a 10 000 logements qui ne sont même pas occupés au 1/4. Je vous le dis parce que j'étais sur le terrain et j'ai parcouru la cité. Et il y a des constructions qui sont encore On a bien compris votre opinion. Il faut donc faire le bilan des différentes actions qui ont existé pour booster le développement avant de lancer de nouveaux projets. Nous, il faut qu'on avance dans ce débat et on va parler donc de politique justement avec la conférence de presse du chef de file de l'opposition. Je pense que c'était le vendredi dernier. Zéphirin Diabré, donc selon lui, la corruption a gagné du terrain au Burkina Faso et s'aggrave même. Il en a parlé donc avec
les journalistes. Il en veut pour preuve les scandales financiers qui s'enchaînent. Le chef de file de l'opposition critique également la décision du gouvernement d'user de la procédure d'entente directe pour passer un certain nombre de marchés publics. Alors, comment vous analysez cette nouvelle sortie du chef de file de l'opposition, Mathias? Le chef de file de l'opposition est dans son rôle. Je pense qu'il a le droit de faire ce genre de sortie pour alerter sur un certain nombre de problèmes qui se posent. Il a le devoir même de mettre le doigt sur certaines plaies, sur la gestion, sur la marche de la nation. Et donc, il est là dans son rôle. Maintenant, je pense que dans cette sortie, il évoque notamment cette loi qui doit être examinée par l'Assemblée demain lundi sur un allègement des procédures de passation de marché. Et il estime que cette façon de faire nous entraîne dans un tourbillon et qu'il faudrait l'éviter. Et il n'hésite pas donc à menacer d'appeler la population dans la rue pour manifester contre l'adoption de ou plutôt, si ce projet était adopté, d'appeler les populations dans la rue. Bon, je pense que oui, c'est un moyen de pression. On ne sait pas ce qui se passe demain. J'ai cru comprendre que le parti au pouvoir donne également une conférence de presse cet après-midi sur la situation nationale. Je me dis que c'est pour répondre également au chef de file de l'opposition et de donner donc sa lecture et sa position sur ce sujet-là. Mais je pense que la ministre de l'Économie et des Finances était passée devant la représentation nationale pour expliquer pourquoi le gouvernement a choisi de procéder ainsi. Maintenant, il faudra regarder, est-ce que les arguments du gouvernement sont convaincants? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est en cause mérite qu'on fasse cette glissade pour la période de 6 mois indiquée? Le fait est qu'on n'a plus confiance en personne. Il n'y a plus de crédibilité. Il y a un grand déficit de confiance entre gouvernants et gouvernés. Et donc, la moindre incartade, la moindre distorsion est prise dans des proportions parfois considérables. Et effectivement, avec tout ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer, chacun veut être sûr que demain, il ne se sera pas tué ou il n'aura pas laissé passer des choses pour rien ou pour déboucher sur quelque chose de plus grave ou de plus terrible. Parce que depuis 2014, on s'est dit, maintenant il faut ouvrir l'œil et le bon, et chacun veut savoir et regarder comment les choses se passent, d'autant que ces procédures de passation de marché ont créé beaucoup de problèmes. Il vient tout de suite d'évoquer un exemple où des maisons sont fissurées parce que les choses n'ont pas été bien comptées. Qu'est-ce qu'on fait en amont pour sécuriser un certain nombre de choses? Parce que c'est la même dialectique, la même problématique en fait sur tous ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on fait en amont? Est-ce qu'on a suffisamment mis les garde-fous nécessaires pour dire? Est-ce qu'on a suffisamment expliqué aussi et convaincre pour dire bon? Nous sommes dans une situation où on ne peut pas faire autrement. Voilà ce qu'on propose. Voilà, et que la classe politique, je ne sais pas moi, les gens s'accordent là-dessus. Mais je pense que effectivement, c'est une question qui mérite d'être regardée. Malheureusement, je trouve que parfois on a l'art d'aller dans la précipitation, parce que les délais sont très courts. On est déjà dimanche. La loi doit être examinée demain. Ou la loi passe et peut-être la population, à l'appel du chef de file de l'opposition, sera dans les rues pour manifester, mais la loi est déjà votée. Qu'est-ce qui se passerait alors? Une nouvelle insurrection, de nouvelles violences? Je ne sais pas. Ou le groupe de l'opposition est suffisamment fort pour entraîner d'autres dans sa réflexion et dans sa posture pour faire blocage au vote de cette loi. Et ça sera un grand moment de démocratie aussi. D'accord. Oui, Paul Miki. Est-ce que vous pensez? Non, je partage tout à fait l'avis de Mathias sur la question. Je crois que le chef de file de l'opposition ici, l'opposition de façon générale est dans son rôle. Et lorsqu'on écoute la déclaration liminaire de Zéphirine Diaby à l'occasion de cette conférence de presse, on ne peut que dire qu'il n'a fait que constater des choses que nous tous nous pouvons constater. C'est comme une photographie de la situation nationale à un moment donné, même s'il y a des connotations politiques dedans, ça aussi, ça se comprend. Alors, voyez-vous, en 2014, lorsque on a appelé les Burkinabés à s'opposer
au régime de Blaise Compaoré à l'époque, au-delà de l'article 37, il y avait un certain nombre de revendications qui se trouvaient dans la balance et qui ont pesé beaucoup plus pour le succès de l'insurrection. C'était les questions de corruption, d'impunité, etc. Tout ça, c'était dedans. Aujourd'hui, avec le nouveau régime, il souffrait que l'on ne puisse pas tolérer les questions de corruption. Et je crois que c'est ce que Zéphirin Diabré fait. Et lorsqu'on regarde justement ce qui se passe, on ne peut pas être rassuré qu'on a pris un nouveau départ dans le cadre de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, on a l'impression que l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption est débordée. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites en matière de poursuites judiciaires contre les personnes impliquées dans les questions de corruption. Et comme l'opposition même le dit, avec ce vote qui a lieu en principe demain, cette question d'allègement des procédures de passation des marchés, c'est une porte ouverte à une question à la corruption dans les passations des marchés qui existait déjà, il faut-il le dire, parce que ça a été dénoncé à plusieurs reprises par plusieurs canaux. Donc, je crois ici qu'il aurait fallu donc vraiment mûrir la réflexion. Où se trouve ici l'urgence? Je prends l'exemple du projet d'urgence du Sahel là, qui a été récemment adopté au niveau du gouvernement. Moi, j'ai applaudi cette action qui rentre dans le cadre global de la lutte contre l'insécurité dans le Sahel parce qu'il faut investir au nord du Burkina. Mais je n'ai pas compris tout de suite pourquoi on parle de quoi? D'urgence, de marché à gré, il faut autoriser le gouvernement à passer. Justement, est-ce qu'il ne faut pas comprendre le gouvernement? Parce qu'il faut aller vite. Est-ce que, par exemple, ils ont fait des statistiques, ils disent qu'il n'y a seulement que 30% donc, des chantiers, des projets qui devraient être exécutés pour 2017 qui ont pu être réalisés, 30%. Alors, le temps qui reste est très court. Si on rentre dans les procédures de passation de marché, donc normalement, ça va prendre encore beaucoup plus de temps et le gouvernement, à la fin, ne pourra pas faire un bilan. Moi, je préfère qu'on prenne ce temps pour avoir des marchés bien exécutés que d'aller précipitamment pour avoir des bâtiments fissurés, comme on parlait Ouba. Ça ramène le pays en arrière. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir des infrastructures de qualité. Où se trouve ici l'urgence qui justifie ces passations de marché de gré à gré? Si je prends l'exemple des chantiers au Sahel, même si je prends l'exemple, Zéphirin parlait de 7 000 milliards de francs CFA de marchés qui vont être passés, parce que le plus important, c'est d'avoir des infrastructures de qualité. Et lorsqu'on a ces passations de marché de gré à gré, Dieu seul sait comment se font les corruptions. Aujourd'hui, le ministère des Infrastructures est à la une de l'actualité pour ces questions. Le ministre même n'arrive même pas à sortir pour expliquer, pour démentir certaines dénonciations flagrantes qui sont faites contre lui et contre son ministère. Et aujourd'hui, on veut permettre le gouvernement de poursuivre, on veut même légaliser ces passations de marché de gré à gré. Pour moi, il y a problème. Ces questions d'urgence, il faut choisir entre l'urgence, aller vite et mal, et puis aller lentement et bien faire les choses comme on le dit. D'ailleurs, ce n'est pas lentement. On parle d'urgence. Qui a créé ce retard si on parle de 30%? Qui est à l'origine de ce retard aujourd'hui? Bon, c'est ça, hein. Bon, vraiment, il faut, mais je ne suis pas d'accord avec l'opposition lorsqu'elle dit qu'il faut passer par le peuple pour appeler à une certaine insurrection. Ça, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ce n'est pas le moment. Il aurait fallu mener un dialogue, j'allais dire démocratique, républicain, parce que si on arrive à convaincre les Burkinabés, je suis convaincu que même des députés de la majorité vont finir par donner raison à l'opposition et peut-être que la loi ne passerait pas. Même si là, je ne garantis rien, pour moi, il faut donner toutes les informations aux gens. Comme Mathias l'a dit, effectivement, on a l'impression que le piège des délais est ici utilisé par le gouvernement parce que l'opposition a fait sa conférence de presse seulement vendredi, la loi passe lundi. Alors, quelle est la marge de manœuvre que l'on a pour ouvrir des dialogues, pour mieux faire comprendre aux gens? Parce que si les Burkinabés comprennent mieux, même les députés qui sont autres que les représentants du peuple burkinabé comprennent mieux, ça suppose que les choses se feraient mieux. Parce que la représentation nationale, comme on le dit, c'est la voix du peuple là-bas. C'est par là que l'action du peuple est menée. Ce n'est pas forcément la rue. Mais quand on demande l'intervention de la rue, ça veut dire qu'on n'a pas confiance à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas dans une république qu'on peut encourager de telles pratiques. Oui, très rapidement, Ouba. Moi, je voulais inviter le gouvernement à sortir de l'urgence. Pour moi, on n'a pas affaire à un gouvernement d'urgence, donc il faut qu'on arrête avec les programmes d'urgence. Faisons les choses comme elles doivent se faire. En même temps, les Burkinabés se plaignent. Depuis là, on ne voit rien venir. Mais écoutez, le programme d'urgence du Sahel, c'est un beau matin qu'on nous a sorti ça. C'est un beau matin qu'on nous a sorti ça. Donc le timing dans lequel on l'a sorti même, ce n'est pas juste. S'il devait avoir programme d'urgence du Sahel, ça veut dire que c'est une vision, ça a été une planification. Et dès qu'on a pris le pouvoir, on dit, bon tiens, puisque
ils sont entrés en fonction en janvier. Et le 15 janvier déjà, on était attaqué dans la capitale. Mais avant ça, le Sahel était régulièrement attaqué. Donc, dès qu'ils ont pris le pouvoir, la situation du Sahel était là. Ce n'est pas 6 mois, 1 an après qu'on va sortir un programme d'urgence du Sahel et vouloir mettre ça en œuvre en 6 mois ou en 3 ans. Pour moi, ça ne tient pas. Le programme même est bien parti pour échouer. Donc, ça pose véritablement problème. Pour moi, sortons de l'urgence. On n'a pas affaire à un pouvoir d'urgence. Ils ont 3 ans, ils ont 5 ans. Même s'ils ont consommé, voilà, ça a été consommé. Ils disent que c'est 30% seulement de taux d'exécution. Oui. Et qui dit que c'est du fait des procédures. Peut-être c'est parce qu'on n'a pas travaillé. On a pris le temps qu'on devait travailler là pour faire autre chose. Ce n'est pas les procédures. Pendant les 27 ans de Blaise Compaoré là, il y avait des passations d'urgence, il y avait ces textes qu'on veut voter là. Il y a toujours eu cette façon de faire du gré à gré, qui en lui-même est déjà une exception. La passation de gré à gré, c'est une exception qui est quand même admise. Et la transition l'a faite, et vous voyez comment la transition a été sévèrement critiquée pour avoir passé ces marchés-là un peu vite. Tout à fait. Alors que la transition avait quand même un alibi, un argument plus ou moins valable de pouvoir faire ce type de passation. Maintenant, nous, on vient, les passations de gré à gré, là, l'entente directe, là, ça même, on veut alléger ça. C'est déjà la procédure allégée comme ça. On veut alléger quelque chose qui est déjà assez allégé. Où est-ce qu'on veut aller? On va appeler les gens dans les salons pour leur attribuer des marchés. Pour moi, ça pose problème. On n'a pas besoin d'aller aussi vite qu'on est en train de nous le montrer. Donc, véritablement, mettons balle à terre. Mais là où je suis parfaitement d'accord avec la critique que l'opposition a faite, mais on ne fera pas un soulèvement pour ça. Je crois que c'est à l'opposition de capitaliser ça pour 2020. On fera le bilan. C'est en 2020 qu'on va rendre le verdict par rapport aux 5 ans de Roch-Marc Christian Kaboré. C'est à l'opposition de profiter de toutes ces failles, voilà, malgouvernance et autres, et de voir comment elle va mettre ça à son profit en 2020. Les choses seront remises en jeu, mais on ne va pas. En tout cas, je ne me vois pas pancarte à la main parce qu'on a allégé les procédures. Je crois qu'il ne faut pas trop banaliser aussi les soulèvements. Voilà, il y a des questions certainement plus importantes. Voilà. Alors, oui, on devrait parler, on a déjà parlé de corruption, on devrait parler du rapport du RENLAC, rapport de 2016, mais vous le voyez, nous sommes très bousculés par le temps. Il nous reste 5 minutes en gros pour achever l'émission. Alors, je vais juste donner certaines informations de ce rapport, puisqu'on a tout à l'heure parlé de corruption. Ce ne serait plus la peine de nous étaler en long et en large sur cette question. Alors, donc, le RENLAC, vous le savez, donc c'est pour les téléspectateurs, peut-être qui n'ont pas pu suivre cette activité ou cette actualité, a donc publié son rapport 2016 sur la corruption au Burkina Faso, et selon le réseau national de lutte anticorruption, la police municipale occupe la première place. Les marchés publics, on en parlait tout de suite, sont au 2e rang. La douane est 3e et la gendarmerie 4e. Donc, c'est un classement donc, des institutions les plus corrompues au Burkina Faso, selon La police municipale qui a bousculé le classement. oui, le classement qui est remonté à la tête. Il y a la gendarmerie également qui a gagné des galons, si on peut le dire. Hein, parce que... Enfin, juste sur cette question, moi je pense qu'il faudrait quand même faire là aussi un travail d'ordre pédagogique. C'est très bien ces rapports qui se publient chaque année. Oui, ça permet également, ça permet également aux différents secteurs qui sont mis, pas en cause, mais enfin aux différents secteurs de travailler à corriger ça l'année suivante. Mais peut-être que là aussi, il y a une documentation qui existe, qu'il faudrait consulter, peut-être revoir pour voir d'où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est arrivé, pour que ça ne soit pas simplement des énoncés de chiffres et de classements, mais que ça puisse se traduire par des mesures. Oui, et que ça permette en tout cas aux différentes institutions de s'améliorer. De s'améliorer. Et voilà, de faire moins de corruption, si on peut dire ainsi. Alors, on va parler d'actualité internationale avec Michel Kafando, vous le savez, qui a été désigné donc par l'ONU pour faire la médiation au Burundi. Alors, l'envoyé spécial de l'ONU a déjà commencé sa mission au cours de la semaine. Le jeudi dernier, il a rencontré le président donc, Pierre Nkurunziza pour discuter donc, de cette médiation pour le retour de la paix ou en tout cas la fin de la crise au Burundi. Est-ce que vous pensez que Michel Kafando
a des chances de réussite là où 3 personnes, 3 donc, envoyés spéciaux de l'ONU ont déjà échoué? Mathias. Ben, s'il a des chances, je pense que chacun part en espérant réussir ou même en... Vous avez 40 secondes. Alors, je pense qu'il peut... Mais ce qui est problématique dans cette situation burundaise, c'est que l'une des parties veut tailler la médiation à sa mesure. À partir de ce moment, quand tu acceptes une médiation, tu acceptes également qu'on fasse ressortir les désidérata de l'autre partie. Comment se fait-il qu'un gouvernement, qu'un chef d'État accuse l'autre camp et dit qu'on fait des rapports tronqués et qu'il ne discute pas avec cette autre partie? C'est un refus de médiation. Donc, je pense que Michel Kafando a des chances de réussir si on lui laisse les mains libres pour faire correctement son travail. Mais si on lui met des bâtons dans les roues, comme on l'a fait pour les autres, voilà, mais lui-même, je pense qu'il est serein là-dessus et qu'il a pu dire qu'il sait ce qu'il a à faire. Mais je pense qu'il faudrait également qu'on dise la vérité au gouvernement burundais, parce que si tout ça là est arrivé, c'est de sa faute. C'est de cette volonté de se maintenir au pouvoir alors qu'il n'en avait plus droit constitutionnellement qu'est venue toute cette embrouille. Au Burundi, oui. Alors, je crois que notre bien-aimé Michel Kafando est allé tomber dans un bourbier au Burundi. Alors moi, je ne crois pas trop à ses chances de réussite, pas parce qu'il n'est pas un bon médiateur, mais parce qu'il est le représentant d'une institution qui est mal vue dans le pays. Je parle des Nations Unies, parce qu'il est parti comme envoyé spécial de l'ONU. Et alors qu'on sait que l'ONU a des difficultés au Burundi parce que l'ONU est accusé de soutenir un camp au détriment de l'autre. Et Michel Kafando, d'ailleurs, vous avez vu, dès les premières négociations, il y a eu des mises en garde et tout de la part des autorités au Burundi. Donc c'est ça qui risque de jouer en défaveur de la médiation. Maintenant, bon, il va falloir essayer tout de même, parce que ce n'est pas parce que les autres ont échoué qu'il lui va échouer tout de suite. C'est peut-être... un échec, s'il y a échec des Nations Unies, pas de Michel Kafando, parce qu'on aurait pu nommer un Messie à ce poste-là, si c'est le représentant des Nations Unies, dans un pays qui n'est autre que le Burundi, qui a des difficultés avec l'ONU. On ne peut avoir que de tels résultats, mais on peut croiser les doigts que la mission soit menée à terme. D'accord, oui. Woba. Non, je ne veux pas parler de la crise, mais parlons de Michel Kafando. Je le vois en train de conduire des missions, francophonie, ONU, peut-être CEDEAO et autres. Et je me dis, tenez, c'est Blaise Compaoré qui devrait être à cette place. Si effectivement Blaise était parti comme il fallait partir, je vous dis, Blaise Compaoré serait le médiateur interplanétaire qui irait effectivement résoudre des crises, non pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Mais aujourd'hui, les choses sont faites que l'entêtement de Blaise Compaoré aujourd'hui profite à Michel Kafando. D'accord. Alors, mais vous n'avez pas donné votre point de vue. Sur ces chances, en fait, le problème, c'est quoi? C'est une autre partie de l'Afrique qui est toute particulière. Les peuples, les dirigeants, Burundi, Congo et autres, c'est autre chose que ce que nous connaissons dans notre sous-région. Ok. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission et d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Boukari Woba de Mutation, également sur le plateau Serge Mathias Tomonji de Faso Zine et Paul Miki Rwamba de Waga FM. Merci à vous qui nous avez suivis. Passez un agréable dimanche en compagnie de nos programmes. Ouais.